Bienvenue au balado Uméa. Aujourd'hui, on reçoit Dawé Ding. Dawé est un entrepreneur engagé. Il est né à Beijing puis il est arrivé à Québec à l'âge de 8 ans. Il a un parcours vraiment inspirant. Son parcours d'immigrant qui lui a appris à rien tenir pour acquis, puis à pas craindre à prendre des nouveaux départs, puis à se lancer dans des projets les plus ambitieux. Aujourd'hui, Dawé est père de 2 jeunes enfants. Il est président, directeur général et copropriétaire de Signé Local, une entreprise qui a comme mission de contribuer à faire rayonner l'achat local, puis à soutenir surtout le talent d'ici. Auparavant, il était avocat en droit des affaires. Il a travaillé pendant 7 ans comme professionnel au sein de l'équipe de Fasken et aussi de BCF en droit des affaires. Il a développé vraiment une expertise pour accompagner la croissance d'entreprises innovantes. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que lui, ce qu'il avait envie, c'était d'être cette entreprise-là au cœur de la croissance, au cœur de la création de valeur. Donc, c'est vraiment un épisode où est-ce qu'on parle ensemble de son parcours personnel en tant qu'immigrant, identitaire, si on peut dire. On parle aussi de sa carrière professionnelle, de sa transition vers le reprenariat, de ses bons coups comme de ses mauvais coups dans cette grande transition-là de prise, d'acquisition d'une entreprise d'ici, puis aussi de son équilibre en tant que sportif, parce que évidemment, c'est aussi un coureur. Vraiment, vraiment un épisode intéressant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Enchantée? Enchanté, moi. Contente de te recevoir sur le balado. Merci de l'invitation. Dis-moi comment on doit prononcer ton nom. Dawé. Dawé. Ouais. Dawé Ding. Dawé, dans quel... comment est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui? Dans quel état te situes-tu? Hey boy, bonne question. Écoute, si je peux résumer, là, je dirais en ce moment, je suis comme le Père Noël avec une montre Garmin. Ça veut dire quoi, ça, le Père Noël avec une montre Garmin? Père Noël, parce que je suis président de Signé Local, ça prend un grand espace dans ma vie. Signé Local, on est une destination cadeau pour des milliers d'entreprises puis des consommateurs. On a 4 magasins, une plateforme en ligne, puis on vend beaucoup de produits locaux. C'est ça la marque de Signé Local. Puis la montre Garmin, parce que je suis un fanatique en ce moment de la course. J'ai un PB que je veux atteindre cette année, plein de choses que je veux réussir. Je suis en train de monter mon volume de course à chaque semaine. Fait que pas de bedaine, mais une montre Garmin. OK, j'ai envie de parler de tout ça en ce moment. Est-ce que, avant de rentrer dans le creux du sujet, justement, de l'entrepreneur que tu es, mais aussi le professionnel, parce que tu es un avocat de formation, pas juste de formation, tu as travaillé comme avocat dans un cabinet privé pendant super longtemps. Peux-tu nous parler de où tu viens, ton histoire, parce qu'elle est vraiment, vraiment inspirante? Écoute, comme tu dis, là, je suis avocat de formation. Avant ça, j'ai fait un bac en économie aussi. Fait que ça a été comme naturel pour moi d'aller en droit des affaires. Puis là, le classique, c'est vraiment ça. Là. C'est mon père, il m'a poussé à aller en droit. Lui, c'est vrai? Ouais. Des fois, je dis en blague, là, tu sais pourquoi les Asiatiques ont des gros mollets? Pourquoi? C'est une prédisposition génétique pour supporter les attentes de nos parents. Wow, OK, j'adore. Ouais, fait que mon père, depuis tout jeune, là, il me dit « Dawé, je veux que tu deviennes avocat parce que moi, j'ai peur du sang. » Fait que là, le chemin médecin, c'était comme barré depuis le début. Puis là, je m'évanouis au sang. Fait qu'il a dit « Va en droit, je veux voir si t'es capable. » Fait que là, j'ai dit « OK, fine, je vais aller en droit. » Puis j'aimais ça quand même. Là, j'ai pratiqué 7 ans chez BCF et Fasken. Plus au niveau des startups. Là, j'ai représenté des jeunes founders dans leur ronde de financement. Puis c'était fun comme pratique, mais moi, je suis pas un avocat. Genre, je le savais depuis day one. Là. Moi, je suis un imposteur dans la gang. Là, moi, passer mes journées devant l'écran à rédiger des contrats, j'étais comme, moi, je veux juste réaliser des projets. Je veux exécuter. Je veux pas être l'espèce de consultant à l'externe. Puis, tu sais, moi, j'avais le blues du closing, là. Au moment d'un closing, là, tu sais, tout le monde pop de champagne, nanana. Moi, j'étais comme... C'est fini, genre? Ouais, il manque cette relation. J'ai le goût de voir le projet se concrétiser.
Aussi, ce qui est dur quand on est avocat en pratique privée, c'est que consciemment, les gens qui nous emploient, les business avec lesquels on travaille, on pense qu'en droit des affaires, on se rapproche des dossiers stratégiques, mais dans les faits, les dossiers stratégiques se construisent tous avant qu'on intervienne parce que les avocats qui nous emploient ou encore les CEO, CFOs qui nous emploient sont comme... C'est à la dernière minute qu'on va demander à nos avocats d'intervenir quand tout va être comme locké le plus possible parce que c'est des honoraires professionnels qu'on engendre. Donc, le moins de temps possible, on parle au téléphone avec nos avocats, le mieux c'est. Fait qu'on en sait toujours juste le strict minimum pour faire notre job. En tout cas, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais invité à un souper de closing. Puis, tu sais, j'étais là avec l'équipe, je trouvais ça le fun. Puis là, après ça, tu as le CEO qui monte sur scène qui dit « Hey, gang, on vient de closer le financement, voici tous les projets qu'on va pouvoir faire. » Puis moi, j'étais juste là, j'étais comme jaloux, là. J'étais comme « My God, OK, c'est ça le fun qui arrive. » Mais moi, mon dossier est clos, puis je m'en vais sur le prochain financement, tu sais. J'étais comme... Est-ce que tu as toujours su, tu l'as dit déjà, là, que tu l'as comme toujours su, que tu étais fait plus pour être dans le monde des affaires, mais est-ce que pendant toutes tes années de pratique, tu avais en tête que tu allais exit à un moment donné? Oui. OK. Ouais. Puis même quand je l'ai annoncé à mes boss, là, tout le monde m'a dit genre, c'était écrit dans le ciel. Là, on aurait aimé ça, avoir un plus long chemin avec toi. Puis là, il y avait des associés qui essaient de me convaincre que être associé en droit, c'est comme gérer ta business parce que tu as ton équipe, tu es junior, tu recrutes, nanana. Mais c'est pas pareil. Là, Construire une business, c'est vraiment vivre toutes les conséquences, l'opération, réaliser des négociations. C'est différent, c'est très différent. Quand même, tu avais aussi, tu sais, tantôt, tu es rentré dans le studio puis tu as tout de suite vu le livre Lean Startup. Tu sais, je pense que tu as adopté quand même un mode de vie, genre, ben pas un mode de vie, mais une philosophie de formation très business. Puis c'est comme ça aussi, j'imagine que tu travaillais avec tes clients. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'essaie toujours de dire, tu sais, je me mets à la place du client. First of all, parce qu'il faut lui donner de la valeur. On me coûte tellement cher. Là. Moi, chez BCF Fasken, je pense que mon taux horaire était entre 300 et 400 piastres. Tu vas pas, comme tu dis, là, tu vas pas cogner chez ton avocat pour lui jaser pour le plaisir. Là, fait que moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'eux, ils lisaient. C'est quoi qui leur permet de prendre des décisions puis de comprendre ces décisions-là pour pouvoir conseiller des affaires. Parce que souvent, on dit, les avocats, là, vous êtes juste des professionnels à dire non. Fais pas ça. Parce qu'on sait bien, si tu fais rien, t'as pas de risque. Exact. Mais c'est pas comme ça que tu runs une business. Il faut prendre des risques. Puis des fois, on va... moi, je suis du genre à conseiller aux clients. Je suis comme... C'est touché, OK. T'as-tu le droit, t'as-tu pas le droit? C'est peut-être pas la stratégie idéale, mais c'est quoi le risque? Comment on le mitige? Ouais, comment on le mitige? T'es-tu capable de vivre avec le scénario Z où si tout pète, puis ça vaut-tu la peine? C'est quoi le pourcentage de chances que tu attribues à ça? C'est quoi ton EV, expected value, de ce move-là? Si ça fait du sens avec ton expected return, vas-y. Ouais. Vas-y, puis on va gérer le downside si ça arrive. Puis ça, c'était pas une approche que, tu sais, ma copine, ma conjointe est avocate aussi. Puis des fois, à la maison, on jase des dossiers. Puis elle est comme, hey, toi, là, t'es cowboy un peu, là, tu sais. Moi, avec mes clients, des fois, je disais, genre, go, on essaye. Parce que si t'essayes rien, là, on peut tout rester à la maison, puis il y aura pas de risque. Mais c'est pas ça, la business. Ta business va pas grossir. Je trouve que BCF puis Fasken, c'est des beaux cabinets pour justement avoir, tu sais, il y en a quand même plusieurs des avocats qui ont cette mentalité-là. À chaque fois, moi, je travaille personnellement par moment avec Fasken, puis j'ai travaillé aussi avec BCF, puis je trouve que c'est le genre de comportement, d'attitude qui est quand même valorisé au sein chez les professionnels, mais c'est quand même plus rare que... Ouais. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, les avocats, on est plus... Tu sais, le but, c'est de créer une structure zéro risque pour aider nos clients à naviguer les lois, etc. Mais moi, j'avais pas cette approche-là. C'est pour ça que je te dis, j'étais un imposteur day one. Là. Je me sentais là, comment tu as fait pour durer dans cette industrie-là pendant 7 ans? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'as pas pris d'action avant 7 ans? Est-ce que tu avais un plan de match déjà tout écrit? Non. Puis c'est une bonne question parce que moi-même, je me la pose des fois. Puis... je pense une part est vraiment financière. On faisait vraiment un beau salaire comparé à mes amis dans d'autres domaines où c'était plus rough au début. Surtout la crise financière a été dans ces années-là. Fait que, ça, moi, quand je travaillais fort, j'avais des bons bonus. Fait que, j'ai acheté mon premier condo comme ça. Fait qu'à un moment donné, tu rentres un peu là-dedans, puis tu apprends aussi. Puis, j'ai essayé aussi de me convaincre moi-même. Peut-être, il y a une chance que tu peux faire ça toute ta vie. Ça va bien, finalement. Tu peux... je me faisais un peu feeder du Kool-Aid. Là. J'étais comme, ah ouais, c'est une business finalement.
Mais à un moment donné, avec le temps, là, ça a pris 7 ans. Puis le vrai élément déclencheur, c'est que mes parents avaient une business familiale aux États-Unis dans le transport. Puis pendant la COVID, il y avait vraiment besoin d'aide. Fait que moi, j'ai dit à Fasken, je vais prendre une année sabbatique pour aller aider mon père aux États-Unis. Fait que j'étais allé aux États-Unis avec mon père dans le day-to-day, dans les opérations. Puis c'est là que j'ai vraiment vu, j'ai dit, même une business qui est pas du tout sexy, là, dans le transport, on se levait à 4 heures du matin pour aller au terminal faire des affaires. J'étais comme, même ça me passionne plus. On dirait que ça vient éveiller en moi des parties que je pensais qui dormaient depuis toujours. Fait qu'en revenant chez Fasken, à un moment donné, j'ai dit, la décision est prise. Là, tu sais. Ah ouais. Puis est-ce que tu avais déjà un plan B à ce moment-là? Est-ce que tu disais, quand tu as quitté Fasken, tu disais, je vais travailler pour la business familiale, ou tu savais que tu allais être en mode acquisition, entrepreneuriat? En mode acquisition. Puis même, tu sais, je veux dire, j'allais pas annoncer avant que l'acquisition soit closée, pour être sûr, parce que comme tu sais, là, des fois, les deals, ça peut ne pas closer. Mais tu avais déjà un LOI sur la table? Oui, exact. OK. Exact. Donc, tu avais déjà ciblé ta business que tu allais acquérir qui était signée locale à ce moment-là? Exact. OK. Trop cool. On va y revenir. Mais avant, comment c'était travailler avec ton père? C'était tough. C'était tough. Mon père, il est très, très mentalité asiatique, là, très hardworking, puis genre, tais-toi, là, genre, travaille. Puis il m'a appris beaucoup aussi, là, que j'applique maintenant dans ma vie, dans le sport, etc. Mais lui, c'était du genre à dire « Don't work smarter, work harder ». Ah ouais? Ouais. Mais ça fonctionne dans le cabinet d'avocat, là. Ouais, mais c'est comme, fait plus d'heures facturables, peu importe la valeur que ça a. Exact. Tu vois, ça me convenait pas. Fait que moi puis mon père, au début, c'était un clash. Là. Mon père, il est comme, tu sais, t'essaies juste d'être lazy. Là, puis il me callait out sur des affaires. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, OK, regarde, on va se séparer un peu les responsabilités du diagramme de Venn, parce que lui, il est taché dans les relations interpersonnelles. Genre, ses employés le voyaient comme un boss avec le fouet, genre. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tu sais, moi, j'arrivais, j'étais comme, tu sais, je vais t'aider à recruter, je vais t'aider à établir des bonnes relations avec tes partenaires d'affaires et tout. Puis à un moment donné, on a travaillé ensemble peut-être 1 an et demi. Là, fait que, OK. Puis il a toujours son entreprise? Non, il l'a vendu. OK. Fait qu'il est revenu maintenant au Canada. OK. Fait qu'il y a une famille d'entrepreneurs quand même. Ouais. OK. Puis, ben là, parle-nous du processus d'acquisition de signer local. On peut geek, là, genre, j'ai envie que tu me parles de comment tu as fait pour... parce qu'on a déjà parlé un peu sur le balado, justement, de comment est-ce qu'on se lance en affaires, mais aussi pour ceux qui ont moins la fibre, genre start-up, et qui sont en mode reprenariat. Jusqu'à maintenant, ça a été difficile, là, j'ai envie que tu m'expliques comment tu as fait pour savoir dans quelle industrie tu allais te lancer, pourquoi signer local, ça a été combien de temps le processus d'acquisition? Oui. Écoute, dans mon cas, ça a été... signer local est arrivé... j'ai un partenaire d'affaires, là, Louis, qui m'est arrivé avec l'offre, la possibilité d'acheter signer local. Il a vu ça chez un courtier qui l'avait contacté, son frère et lui, puis il cherchait un troisième partenaire pour acquérir la business. Puis moi, j'étais tombé en amour avec Signé Local on first sight, là, genre, j'étais allé visiter le magasin de 10-30 un peu en client mystère, puis j'étais comme, my God, c'est une belle business, c'est vraiment cool, tu sais, la valeur vient me rejoindre, puis j'étais comme, moi, je voulais une business qui était hybride, en modèle, comme brick and mortar, puis aussi avec un volet tech. Ouais. Parce que moi, je voulais pas juste acheter un SaaS, puis genre, tu sais, moi, je suis pas programmeur de formation, là, je voulais pas rester derrière l'écran. Le but, justement, de quitter le droit, c'était un peu d'aller sur le terrain. Puis je voulais pas non plus une business comme celle de mon père, où c'était constamment sur le terrain. Fait que là, je voulais quelque chose de hybride, puis Signé Local l'était. Parce que là, pendant la pandémie, les magasins ont souffert. Certains magasins ont même fermé pendant le temps de la pandémie. Puis le volet en ligne a pris beaucoup d'espace. Puis je disais, la boutique de Signé Local, à mon avis perso, là, était à chier. Puis malgré ça, il faisait beaucoup de croissance année après année. Fait que j'ai dit, imagine tout le potentiel qui sont sur la table en ce moment, qui sont laissés de côté. Fait que là, j'ai dit, écoute, c'est la business parfaite, là, parce que c'était comme un début de hockey stick curve, mais qui n'était pas du tout exploité. Puis en même temps, ça touchait tellement d'affaires dans lesquelles je pouvais apporter une contribution. Moi, ma philosophie, c'est j'essaie de ne pas m'impliquer dans les projets si je ne vois pas de valeur ajoutée
si je vois pas que j'amène une valeur ajoutée tout de suite. Fait avec Signer Local, tous les aspects légaux, renégocier les baux, renégocier les ententes avec les fournisseurs, mettre la structure, faire l'optimisation, recrutement d'employés, stratégie marketing, croissance en ligne, tout ça, c'est tous des sujets dans lesquels je me sens à l'aise puis que je suis passionné. J'écouterais des podcasts pendant des heures et des heures et des heures sur chacun de ces sujets-là. Fait que j'ai dit, ouais, c'est la bonne business. Puis là, c'est ça, les valeurs me rejoignaient, là. Puis, est-ce que tu avais déjà dit, justement, out there, que tu étais en mode acquisition depuis un certain moment? C'était ça le contexte? Non. Ou c'est juste par chance? Moi, j'étais revenu des États-Unis, puis j'ai réintégré mon poste de Fasken encore en mode un peu do I stay or do I go, tu sais? Puis des mois plus tard, puis là, l'histoire, c'est aussi, mon fils est né quelques mois plus tard, après que je sois revenu des États-Unis. Oui, parce qu'on l'a pas dit, t'es papa de deux jeunes enfants, hein? Ouais. Fait que c'était mon grand qui maintenant a 4 ans et demi. Fait qu'à ce moment-là, ma conjointe est tombée enceinte aux États-Unis, elle est revenue, elle a accouché ici. Fait que là, je disais, bon, tu sais, je vais pas chercher une business là. Ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, c'est la première fois que je deviens père. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que je vais être un bon père? Ça va être tough? Je vais peut-être plus dormir pour le reste de ma vie. Fait que je voulais pas quitter la pratique tout de suite. Puis mon associé est arrivé avec cette opportunité en disant, go, c'est là. Puis non seulement ça, Daway, il faut qu'on outbid les autres parce qu'il y avait une liste d'acheteurs potentiels. Wow. Fait que là, évidemment, on a pris dans le database Fasken un template de LOI. Fait que là, on a travaillé, puis on a soumis, puis fait que on a bien impressionné les vendeurs. Fait que de fil en aiguille, là, c'était un long processus. Ça a duré un bon, je dirais, 6 mois. Ah ouais? Ouais. Négocier le LOI ou juste procéder ou procéder à l'acquisition? Tout le processus. À partir du moment où le LOI a été accepté, ça a pris un autre 6 mois avant de closer, là. Puis il y a toutes sortes de raisons pourquoi. Signer Local aussi, c'est une business très focus sur le temps des fêtes. Fait qu'à un moment donné, il fallait qu'on tone down un peu les négociations pour qu'eux ils puissent focuser sur les opérations. L'inventaire était, ça bougeait tellement, fait qu'il fallait tout le temps, le working cap, là, ça a été tough à négocier, ça a été extrêmement, on était picky aussi parce qu'il y avait tellement de... L'inventaire, c'était une grosse partie de la valeur qu'on achetait. Il y avait les employés, ça bougeait aussi. Puis je me souviens, là, quand on rédigeait le SPA, Share Purchase Agreement, Desjardins, qui nous finançait pour l'acquisition, disait, ça vous prend un cabinet d'avocats. Là, nous, on était tous des avocats. Oui, c'est ça, parce que les partenaires, c'est des avocats aussi. Exact. En pratique, c'est un fiscaliste, puis moi, puis Louis, on était deux gars en droit des affaires, financement. Fait que je dis, oublie ça, je vais pas payer 500$ de l'heure à un avocat pour rédiger un SPA que moi, je faisais all day long, là. Fait que là, on a trouvé un cabinet poteau, essentiellement, d'un ami. Puis là, moi, c'est moi qui ai rédigé le SPA. On lui a dit, garde, voilà, c'est ça le SPA que tu vas soumettre à Desjardins. Ouais, puis Desjardins, exact. Desjardins voulait que ça soit un tiers parce qu'à un moment donné, il faut enregistrer une hypothèque aussi sur l'universalité des biens. Puis eux, ils voulaient que ça soit un tiers qui le faisait, là. Fait que là, moi, j'ai dit, écoute, zero comment, OK? J'ai regardé l'avocat de droit dans les yeux, j'ai dit, zero comment. Soumets ça, c'est déjà pré-négocié. Charge-moi pas, that's it. OK, c'est bon, ça. Bon deal. Ouais, bon deal. Fait que, c'est comme ça qu'on a acquéri la business, là. Puis, comment, après ça, vous avez été en mesure de financer cette acquisition-là? C'est les partenaires, les 3, on était 3 à ce moment-là. On a mis de l'argent dans nos poches. Puis on a mis une partie aussi sur la marge. Parce que dans le fond, on a négocié avec Desjardins un prêt à terme avec une marge. OK. Puis tu sais, à un moment donné, le working cap variait là, selon la durée dans le temps. Puis à un moment donné, il fallait qu'on embarque justement sur la marge en achetant la business. Fait qu'on a acquéri la business en empruntant non seulement le prêt à terme, mais en plus en empiétant sur nos marges. Fait qu'on a commencé dans la business déjà genre... C'était comment le niveau de stress par rapport à de faire ce move-là? Parce que, tu sais, je veux dire, penser comme d'un avocat avec une énorme sécurité financière, être papa...
Ouais. T'sais, déjà, le chèque qui ne rentrait pas aux 2 semaines, ça a fait mal. Tu sais, en grand cabinet, tout le monde le sait, là, tu fais un excellent salaire, là, surtout après 7 ans de pratique. Là, j'arrive dans une business, puis honnêtement, c'était vraiment stressant. C'était même la merde parce que on perdait beaucoup. On a acquéri signé local au mois de février, donc juste après le temps des fêtes. C'est poche, là, pour le meilleur commerce. timing. Ouais. Eux, ils ont bien fait leur deal, mais... Exact. T'sais, fait que, mais le prix a été négocié en conséquence aussi, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi mort après le temps des fêtes. Puis, on perdait 60 000 par mois, là. Ça faisait tellement mal. Là, je disais... Vous versiez pas de salaire, aucun des associés? Ou Moi, j'avais un salaire parce que moi, j'étais le seul des associés qui était boots on the ground, qui était temps plein dans signé local. Ouais. C'était moi l'opérateur. Fait que j'avais un petit salaire qui était même pas le tiers de ce que je faisais chez Fasken. Puis j'ai pas été augmenté en 4 ans. Là. Wow. Parce que je voulais justement que la business réussisse. Puis je me souviens, là, au début, là, à force de perdre 60 000 par mois, là, puis t'as plus le salaire, puis t'es dans le négatif. Fait que le delta est énorme. Puis j'étais caution sur tous les prêts. Ouf. Fait que, tu sais, ma maison, mes condos... Les 3, vous étiez caution? Oui, les 3, on était caution. On avait des beaux bilans. Fait que, tu sais, la banque était comme, tu sais, signé local n'est pas rentable, mais les 3, vous avez des beaux actifs. C'est rassurant, mais pas si rassurant, finalement. Oui, fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, à force de perdre 60 000 par mois, tu sais, à un moment donné, j'étais dans un partner meeting avec mes associés, puis je dis, les gars... It's not a fire drill, it's the fire festival, esti. On est au bat, là, guys. Ouais. Là. Est-ce que les autres, ils l'avaient vraiment bien réalisé avant ce moment-là? Oui, mais tu sais, c'est toujours... Avec le recul, maintenant, on sait à ce moment-là. Mais back then, on savait pas si c'était ce moment-là. C'était peut-être la fin, c'était peut-être forever, ce moment-là. Fait que back then, je me souviens, là, on était là, on disait, tabarouette, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Daway retourne chez Fasken, tu sais? Ouais. Puis we write it off. Mais finalement, j'étais comme, non, on fait un cash call. Les actionnaires, on remet sa table parce que Desjardins, à ce moment-là, ne voulaient plus rien savoir. Okay. Ça, c'était combien de temps après l'acquisition? Je te dirais que c'était rendu à l'été 2022. Fait qu'un 5 mois à perdre 60 000 par mois. On était... puis on attendait que les ventes montent, mais c'est pas arrivé. Puis en plus, on a fait un paquet d'erreurs, un paquet que je peux t'en parler pendant des jours. Raconte-nous-en quelques-unes. Puis on veut les erreurs, puis après ça, on veut c'est quoi qui t'a fait pour... Ouais, tu sais, on était tellement zélés qu'on a acheté la business parce que on trouvait que le logo était laid, par exemple. C'était signé local, mais le logo, c'était avec des lettres attachées, signé local. Tu sais, j'étais comme, c'est tellement genre 2004, là, genre, tu sais, plus personne n'écrit en lettres attachées. Là. J'ai dit, on va changer ça pour un logo moderne. Fait que là, on était tellement zélés, on a engagé un artiste, tout est fait. Puis là, après ça, on est comme, fuck, on a plein de boîtes puis des sacs pré-imprimés avec l'ancien logo. Tout ça, là, tu peux pas l'utiliser. Là. C'est l'inventaire qu'on a payé, guys, en plus. C'est le genre de move que, tu sais, quand tu viens d'acquérir un business, t'es jeune, t'es comme dans l'action, t'es excité, t'es comme, yo, let's do it. On repart à zéro. Ouais, on met notre touch, tu sais. Fait qu'on change le logo. Puis après ça, c'est que, ouais, ça a coûté genre, tu sais, 30 000 toute cette opération-là, réimprimer ces boîtes-là, tout. J'étais comme, my God. As-tu l'impression que c'est du vent? Ou tu te dis, OK, rendu là, c'est bon, on le fait, là. Ouais, tu sais. C'était. Écoute, oui, parce que on aurait juste dû exécuter avec l'ancien logo, puis de prendre le temps de mieux s'adapter aux réalités de la business, puis ne pas essayer d'imposer notre vitesse tout de suite. Puis, tu sais, je me souviens, là, j'ai eu une méchante négociation avec la ville de Brossard en plus parce qu'il fallait qu'on change l'enseigne aussi. Parce que l'enseigne était aussi l'ancienne écriture. Puis changer l'enseigne, c'était 11 000 $. Puis la ville ne voulait pas nous donner notre permis pour la nouvelle enseigne en disant que les lettres n'étaient pas d'une épaisseur requis. Non. Je te dis, des erreurs par-dessus des erreurs, par-dessus des erreurs. Puis, tu sais, on a pris aussi... Ben ça, c'est un peu ma faute, là. Tu sais, moi, je suis très romantique dans la vie. Fait que je rentre dans une place, je vois des employés puis j'essaie d'adorer tout le monde, comme si c'était mes enfants, tout le monde égal. Fait que là, je dis, écoute, tout le monde fait sa job, je laisse partir personne, même si la business va mal, c'est moi qui va tanker. Au pire, je miss ma carte crédit, je m'en fous.
Mais là, à un moment donné, en business, je suis sûr que tu as déjà entendu ça, là, il faut hire slow, fire fast. Ouais, tout à fait. J'ai pas appliqué ça. OK. Moi, j'ai fire très, très slow parce que je me dis, tout le monde mérite sa chance. Puis, tu sais, on sort de la pandémie. Les vendeurs étaient en processus de vente. Fait que pendant un bout, ils n'étaient pas vraiment présents dans la business. Fait que les employés étaient un peu laissés à eux-mêmes. Puis là, j'ai dit, tu sais, ces employés-là méritent la chance d'avoir un vrai leadership, puis d'avoir des projets. Puis, tu sais, tout le monde voulait embarquer dans mes projets. Fait que là, tu sais, on avait des négociations avec des grosses marques là, de grandes surfaces pour s'intégrer dans les boutiques, etc. Fait que, tu sais, jusqu'à genre, à un moment donné, milieu de l'été, où je disais, OK, là, il faut vraiment qu'on laisse partir du monde, là. Mais Ça a tellement dû être difficile, là. c'était vraiment... Puis chaque 2 semaines, je me souviens, c'était un moment de stress parce que c'était la paye. C'était le jeudi de la paye. Puis je me souviens, là, le mardi, là, j'ai appelé mes associés, j'ai appelé la banque, j'ai essayé de pousser la marge un peu plus haute. Puis les taux d'intérêt étaient pas friendly à ce moment-là. Oh là là. Comment t'as fait pour pas remettre en question tes choix? C'est le côté, I guess, tu sais, naïveté slash, tu sais, optimisme. Ben, tu sais, ça prend une dose de ça à un moment donné en business. 100%. Parce que sinon, tout le monde va arrêter. C'est tellement rough. Puis, tu sais, je me souviens, là, mes discussions à ce moment-là avec ma conjointe, avec mes associés, c'était, guys, comme ça prend un gros changement, sinon, genre, we close shop. Mais, tu sais, à un moment donné, c'était aussi dire, OK, mais là, Dawei, tu as implémenté des changements. Ça prend du temps avant que ça commence à porter fruit. Tu as signé des deals, tu as renégocié certains contrats, tu sais, faut laisser le temps. Puis, tu sais... Ouais. Puis là, c'est quoi les actions que tu as mis concrètement à partir de ce moment-là? Justement, j'imagine restructuration de l'équipe un peu, Ouais. lean down. Oui, lean down beaucoup. Tu sais, il y avait beaucoup de overlap dans les responsabilités, là, tu sais, fait que plein d'employés faisaient la même tâche, un après l'autre, tu sais, qui répétaient, qui n'avaient aucune plus-value. Puis aussi, tu sais, il y a une part d'apprentissage aussi, là, pour... cibler les parties, les trucs qu'on faisait qui étaient du flafla là, dans la business, qui n'amenaient pas Qui amenait pas de valeur. qui amène pas de bottom line. C'est que tu le vends, puis après ça, ça te coûte aussi cher en salaire ou en temps pour le vendre que finalement, tu sais, je te donne retour sur investissement, il n'est pas là. Exact. Tu sais, je te donne un exemple. On était revendeur d'un tisane qui était vraiment un bon vendeur là, chez nous. Puis dans le fond, on le revendait à des compagnies aériennes, à des hôtels, whatever. Puis il y avait tellement un gros rabais que par rapport à la marge qu'on faisait, on travaillait pour eux. On faisait quelque chose, mais j'étais comme, avez-vous considéré les frais de transaction, le ci, le ça, à un moment donné, le temps qu'on met? Fait que, tu sais, je scrapais le deal. Là. Ah ouais. Ouais. Puis, bon, là, après ça, raconte-moi comment tu as fait pour... ça a été quoi, genre, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce que là, aujourd'hui, signer local n'est pas du tout rendu là. Non, c'est ça. Là, on a, même cette année, là, la semaine passée, on était en conversation avec notre comptable, puis là, il nous disait, les gars, vous avez utilisé toutes les pertes cumulées du passé de signer local. Félicitations, on paye de l'impôt big time cette année. J'étais comme, nice. Super. Je suis comme, yay. Ben, en même temps, tu sais, nice. Tu sais, we made it. Tu sais, on paye de l'impôt, on contribue aux routes de Montréal. Yay! Yay! Ils sont si belles en plus. Ouais. Fait que tu sais, c'est incrémental. Tu sais, déjà, restructurer l'équipe, ça a changé beaucoup dans le bottom line. Renégocier les ententes avec les fournisseurs aussi. Laisser partir les fournisseurs qui vendaient moins. Ouais. Puis aller en mode achat avec des fournisseurs. Là, je ne veux pas rentrer trop dans le technique. Non, là. mais c'est bon. Ça nous donne une bonne idée. Là. Mais essentiellement, les produits chez Signé Local, tu pouvais avoir soit des produits en consignation, c'est-à-dire, mettons, ce verre-là, c'est toi qui le fabriques. Moi, je dis, Emma, prête-moi ce verre, puis je vais le vendre. Puis quand je le vends, ben, je vais te payer la partie moins ma commission. Mais ça, les gens sont pas down. Là. Je te prête mon inventaire, il est stocké chez vous pendant peut-être, God knows, 6 mois, 1 an, I don't know. Fait que là, nous, on disait, ben Emma, regarde, je te l'achète upfront. Fais-moi un plus gros rabais. Fait que là, on faisait ça avec tous les bons fournisseurs chez Signé Local, qu'on savait que le produit allait partir. Fait qu'avant Noël, on a fait ça avec tout le monde. On est allé chercher un gros prêt chez BDC pour acheter l'inventaire. Fait que là, ça a boosté la marge pour payer pour les mois qui sont très, très rouges. Ouais. Wow, c'est vraiment hot. Puis là, parle-nous de Signé Local, parce que c'est une entreprise
vraiment hot. Puis je trouve ça quand même fou que ce soit toi aussi qui soit à la tête direction, à la tête de cette entreprise-là. Ouais, tu sais, c'est ça. Même quand mon associé m'a parlé de signer local dès le début, j'étais comme, merci, c'est vraiment cool que tu aies pensé à moi, mais tu t'es rendu compte, Louis, que je m'appelle Dawei Ding. Puis est-ce que les Keb vont être prêts à ce que Dawei Ding soit comme, pousse les produits Keb? C'est malade. Puis c'est la petite histoire drôle, là, tu sais, que des fois, dans les speeches, je commence avec ça pour détendre l'atmosphère. J'ai dit, by the way, guys, là, moi, je suis l'intrus là, de tout ce décor-là, parce que je suis made in China, tu sais. Puis là, le monde rit, il trouve ça bien drôle, mais c'est vrai, tu sais. Mais raconte ton histoire. Moi, je suis né en Chine. J'étais arrivé à l'âge de 8 ans. J'ai appris le français comme tout le monde, là, comme à l'école d'accueil. Je suis vraiment tombé en amour avec le Québec. Je considère comme maintenant que c'est chez moi. J'adore la culture. Fait que, tu sais, c'est vraiment cette nouvelle identité. Tu sais, je pense que je suis l'exemple parfait de dire l'identité, ça peut être plus que juste l'origine. Ça peut être, tu sais, un engagement. Ça peut être dans le futur que tu le définis aussi, ton identité. Fait que moi, avec Signer Local, c'est vraiment un projet qui me touche, qui vient me chercher à cœur parce que je veux qu'on ait une économie locale forte, puis je crois à ça. Je pense que c'est ça l'avenir du retail, c'est qu'on va vendre beaucoup de produits pour lesquels, quand tu achètes, c'est pas juste tu utilises un verre pour boire ou une lumière pour éclairer. C'est quoi l'histoire derrière le produit. Tu sais, moi, j'achète rien que je sens pas un attachement particulier. Puis Signer Local, essentiellement, tu sais, tous les produits Signer Local ont une histoire en arrière. C'est ça la différence entre Signer Local et un autre magasin de grande surface. Puis de fil en aiguille, là, tu sais, Signer Local, c'est beaucoup d'humains aussi. On touche 300 PME. Puis j'adore ça, jaser avec les entrepreneurs, voir comment... Vous touchez 300 PME dans le sens que vous distribuez les produits de 300 PME? Ouais. C'est fou, là. On a genre 4000, 5000 SKUs, là. Wow! Ouais, c'est un modèle qui est plus, tu sais, des fois je dis, on est le champion des petits joueurs. Tu sais, parce qu'on n'est pas Amazon, on n'est pas whatever what. On représente les petits joueurs. Fait que, tu sais, c'est le fun pour les clients de découvrir plein de brands. Des fois, je regarde l'œil du dragon, puis je suis comme, OK, lui, je l'appelle. Je l'appelle demain matin, puis je fais entrer chez nous. Tu sais, fait, c'est pour ça que c'est le fun de Signer Local, parce que c'est assez petit que tu peux faire des moves comme ça. Puis c'est assez gros pour que tu vois quand même, tu sais, on est quand même dans 4 centres d'achat, avec une grosse présence en ligne. C'est en termes de pourcentage, présence en ligne versus centre d'achat, ça ressemble à quoi? Ça a beaucoup changé. Quand je suis arrivé, malgré la pandémie, que tu dis, écoute, les ventes en ligne doivent exploser, c'était comme 5 de notre chiffre d'affaires. Là, c'est rendu genre 30, 35. Il y a des journées où c'était comme 50. Là. Je vends plus en ligne que dans les magasins. Wow, c'est fou. Crazy. Ouais. Puis, ben justement, comment la tech, elle vient vous servir dans le business? Est-ce que c'est plus, mettons, pendant le temps des fêtes, que c'est plus retail? Ça ressemble à quoi? En fait, la tech vient faciliter... Moi, des fois, je dis toujours, Signer Local, ce qu'on essaie de développer, c'est le omni-channel. Tu nous as vus en magasin ou tu nous as croisés quelque part sur les réseaux sociaux ou dans un centre d'achat, puis tu n'as pas converti à ce moment-là, mais c'est pas grave. On a un en-ligne qui est tellement fluide comme expérience, qui est rapide, où tu as tellement de diversité de produits que tu peux l'acheter en ligne, puis on est très rapide dans l'exécution. On livre en 2 jours. C'est fou. Ce qui est, pour une business de cette taille-là, c'est quand même crazy parce que, ça vient de la rigueur aussi. Là, moi, je disais tout le temps à mon équipe d'entrepôt, je dis, quand il y a une commande qui rentre, à moins que vous ayez les mains dans quelque chose, exécutez-la. Wow. Le client va être heureux d'avoir son numéro de suivi, même si Post Canada n'est pas venu chercher le colis encore. S'il reçoit le numéro de suivi, il est rassuré. Il vient de faire un achat. Puis, nous, on a beaucoup de clients qui sont plus âgés. Puis des fois, tu as des clients qui n'ont jamais acheté en ligne ou qui expérimentent l'achat en ligne avec Signer Local. Puis je dis, c'est important qu'ils aient tout de suite un feedback. Ils voient, boum, OK, c'est sur leur carte crédit. Boum, un numéro suivi avec un transporteur professionnel. Puis tu sais, des fois, on a même des Ginettes qui nous appellent qui disent, hey, je veux pas rentrer mes données en ligne. Je peux-tu te donner mes numéros par téléphone? Cute. Je suis comme, oui, mais... tu te rends compte que c'est pas mal moins sécuritaire ça que juste le taper dans la page checkout. Fait que en ligne, pour moi, c'est une façon... Puis, en ligne, c'est fun parce que moi, je peux
l'opérer de chez nous. Je peux faire des appels, faire des changements immédiatement. Je peux moi-même essayer des apps, des plugins, whatever. C'est vraiment cool. Sérieux, ton parcours est tellement inspirant parce que on a juste parlé genre de l'entrepreneur, on a parlé du professionnel, ton parcours comme identitaire aussi. Est-ce que tu as l'impression que quand tu es arrivé au Québec, tu te sentais pas comme si tu avais ta place ici? Comment ça... C'est comment être arrivé au Québec? C'est rough pour un jeune, je pense. Là, je peux dire ça avec le recul, parce que sur le moment, tu ne le sais pas, parce que tu es le jeune. Fait que tu ne sais pas comment... des fois, tu n'as pas le recul. Là. Puis moi, je me souviens, là, à l'école, des fois... Dawading, c'est pas le mot le plus facile à prononcer non plus. Fait que tout le monde prononçait mal, Dawi, whatever, Darwin. Tout le monde me donnait des noms. Puis des fois à l'école, je me faisais rire de moi aussi, Ding Dong. Toute l'équipe. Nice. Moi, j'ai préparé mes enfants pour ça. Là. Je dis, ouais? Ouais, ça se peut que votre nom de famille attire des blagues, mais j'ai grandi dans ça. Ça a développé une sorte de épaisseur de carapace, là, de ne pas te laisser... parce que sinon, tu ne sortiras plus de la maison. Puis la Chine, à ce moment-là, était considérée comme un pays pauvre du tiers-monde. Quand je suis arrivé, c'était en 98. Fait que, le monde pouvait rire de moi. T'avais quel âge à ce moment-là? 8 ans. Okay. 8 ans. Fait que, puis j'avais pas un mot d'anglais ni un mot de français, je me souviens. Il fallait que je mime pisser pour demander au prof la permission de sortir de la classe. Ça a tellement dû être dur, là. Ouais, mais comme c'était la réalité, c'était la seule que je connaissais en tant que jeune. Fait que pour moi, c'était normal. Mais ça développe justement. Moi, je dirais à n'importe qui, là, si vous voulez vraiment grandir dans la vie, vivez une expérience d'immigration. Le déracinement avec retrouver des nouvelles repères, whatever, là, ça va vraiment vous amener une expérience, une approche qui va faire en sorte que vous allez toujours ne pas avoir peur de la nouveauté. Parce que vous allez toujours l'approcher avec une espèce d'ouverture parce que tu n'as pas le choix. En tant qu'immigrant, c'était ça. J'ai perdu tous mes amis, membres de famille. Puis moi, en Chine, j'ai grandi avec mes grands-parents. Souvent, c'est comme ça, les Chinois, parce que les parents travaillent beaucoup là, en Chine. Okay. Fait que souvent, les enfants sont élevés par les grands-parents. Puis moi, ça a été mon cas. Fait que moi, j'apprenais à être avec mes parents aussi en même temps à travers cette expérience. Qu'est-ce qui a justifié le fait que tes parents décident de partir vers le Canada? C'était de donner à moi, puis aussi en Chine, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas avoir un deuxième enfant à cause de la politique de contrôle de natalité. Fait qu'ils voulaient avoir un deuxième, puis ils voulaient me donner une meilleure chance de réussir ce que je voulais faire dans la vie. Là, wow. En Chine, c'est genre... Ils ne savaient pas à 8 ans, par contre, parce que, tu sais, genre, c'est vraiment, c'était comme... Ils se sont donnés pour toi là, à 100%. Oui, c'est ça. Je leur dois ça toute ma vie. Là. C'est quand même fort de leur part. Puis, eux aussi, ils ont tout laissé. Puis, rendu ici, mon père il a dû faire des équivalences à l'Université de Montréal pour juste avoir une reconnaissance de son diplôme. Alors qu'en Chine, il y avait une business florissante. C'est ça, c'était quoi leur background? C'est quoi qu'ils faisaient Mon père, il est entrepreneur. Il vendait des équipements d'ordinateur. Il y avait des Internet café. Ma mère était dans le gouvernement, quand même bien placée, dans le fameux CPC, le Parti communiste. Fait que, tu sais, eux, ils avaient vraiment une bonne vie. Puis, ils ont tout laissé ça pour que la prochaine génération, essentiellement moi puis ma sœur, qu'on ait la possibilité d'avoir une meilleure vie. Wow. Est-ce que vous y retournez des fois en Chine? Oui, chaque couple d'années, là, on retourne parce qu'on a encore... là, j'ai plus de grands-parents, malheureusement, en Chine, mais c'est comme des cousins, cousines, oncles, tantes. Ça fait quoi d'y retourner? C'est spécial de voir le changement. Puis, honnêtement, c'est rafraîchissant. Moi, je rêve à ce que mon fils... Comme, là, j'attends qu'il soit un peu plus âgé là, pour l'amener en Chine, pour qu'il voit le contraste d'un peuple qui s'est comme tanné d'être toujours en dessous de tout le monde, puis qui s'est relevé, puis qui, tu sais, en Chine, on dit 9-9-6, là, tu sais, tout le monde travaille selon cet horaire-là. C'est 9 h le matin à 9 h le soir, 6 jours par semaine. Puis c'est ça le standard. Okay. Fait que, tu sais, voir un peuple qui fait ça, 1,4 milliard qui fait ça tous les jours, ça crée une force énorme. Exact. Tu sais, ça construit un hôpital over the weekend. Là, tu sais. Ici, je veux dire, la route devant chez moi, il est en construction depuis 2 ans. Là, tu sais. Ouais, c'est fou, hein? Fait que, Puis est-ce que tes enfants ils posent beaucoup de questions, justement, sur leurs origines? Puis... Ouais. Tu sais, j'essaie de leur montrer des... tu sais, mes enfants parlent... pas la petite encore, elle parle pas encore, mais mon gars, il parle mandarin là, parfaitement fluide. Fait que j'y montre des émissions aussi, des personnages mythologie chinoise, puis tu sais, j'essaie de lui donner la culture, tout ce que je peux lui donner. Puis des fois, il me pose des questions, il est comme, papa,
En Chine, il n'y a pas de méchants parce que il y a Wukong qui existe. Wukong, c'est comme le singe mythique chinoise là, qui tue les méchants. Là. Fait que Oh lui, il my pense que God. le singe mythique veille sur tout le monde. Je suis comme, ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de méchants grâce à ça. C'est malade. C'est incroyable. Il est comme, y a-tu des vrais dragons en Chine? Je suis comme, ah non, malheureusement. Puis est-ce que ta conjointe aussi est connectée avec la culture plus chinoise ou est-ce qu'elle parle mandarin aussi ou pas? Non, mais elle a déjà pris des cours, mais c'est tough apprendre Ça le doit. mandarin. Quand Honnêtement, t'as pas l'environnement, là. genre, je peux pas. Ouais, tu sais, mais elle est très ouverte, là, tu sais. Pour elle, c'est normal que, tu sais, à la maison, je parle en mandarin avec mes enfants, puis tu sais, oui, elle est très ouverte, là. Elle regarde des émissions, des fois, avec moi, avec des sous-titres. Ouais. Puis, tu sais, ton enfance, c'est comme ça. Je veux dire, je peux pas. J'imagine. On dirait pas traumatisant, mais c'est quand même une expérience. Il y a pas beaucoup d'enfants qui vivent ça, là, quand même, là. En quoi, genre, ça dicte la personne que tu es aujourd'hui, puis ta façon de faire. Tu sais, t'en as parlé un peu tantôt, tu travailles plus fort, puis tout ça, mais tu sais, ouais. Ben, je pense déjà le fait de savoir les sacrifices que mes parents ont faits pour m'amener là, on dirait que j'ai pas le goût d'être lazy, j'ai pas le goût de ne pas être discipliné. On dirait que c'est comme cette voix intérieure existe toujours de dire do it, comme tes parents ont fait tout ça pour que tu puisses avoir la chance de essayer. Je me souviens, là, pendant la course au stage, là, j'ai étudié, puis en même temps, j'allais à des entrevues, j'ai essayé de tout connaître sur les personnes qui vont m'interviewer, whatever. C'était la discipline parce que je voulais vraiment réussir. Je voulais vraiment montrer que, regarde, ah oui, là, t'es capable. Fais l'effort nécessaire. Don't cheap out sur l'effort. C'est le fameux qui est devenu plus tard, là, le work harder, not smarter. Là. Ouais. Parce que des fois, j'ai l'impression que même en sport, là, tu es fort là-dedans, là, tu sais, là, des fois, c'est comme la meilleure optimisation, c'est juste get out there puis do it. Fais ton volume. 100%. Puis genre, tu sais, si it turns out c'est pas le bon move, ben ça va juste devenir une leçon pour plus tard. 100%. Genre, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises dans le monde du sport, ou tu sais, des choses que j'ai faites que j'aurais peut-être pas dû faire, dans les faits, je suis quand même contente de les avoir fait. Des expéditions, mettons, que j'ai mal structurées ou des courses que j'aurais peut-être pas dû prendre le départ. Honnêtement, je suis contente de les avoir fait plus que de ne pas les avoir fait. Ça build tellement... notre learning curve. Après ça, tu approches d'autres projets avec encore plus de bagages. Tu te connais mieux. Ouais. L'inaction, dans ma tête, c'est la pire chose qu'on peut faire, genre. C'est ça. Puis tu sais, tu veux pas overthink it. Tu sais, souvent, c'est comme le analysis paralysis, là. Tu sais, le monde qui dit, tu sais, il va lire genre plein de forums avant de comme get out there. Je suis comme, non, juste vas-y, puis tu vas le savoir si c'est pas le bon. Mais c'est ça, tu sais, mettons, quand t'as fait l'acquisition de signer local, t'aurais pu, genre, juste rédiger un nouveau business plan pendant, genre, 1 an aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'aurais pu faire ça. Ouais. Pendant ce temps-là, le deal est passé ailleurs, là. Ouais. Je veux dire, tu l'as manqué, là. Ouais. Fait que... Fait que c'est ça. Des fois, c'est juste prendre le courage à 2 mains, puis le faire. Puis, tu sais, signer local, c'est... je me souviens, là, j'ai hésité longtemps, là, parce que, tu sais, nouveau enfant, tu sais, gros salaire, hypothèque, tout le kit avec une business qui perdait de l'argent. J'étais comme... Oh. Comment tu fais pour te... Parce que, tu sais, des fois, on est comme dans une culture un peu de la perfection, là, tu sais, dans le sens que tes parents t'ont tout donné. Tu veux pas décevoir personne, t'as ta famille aussi, puis tu veux faire de ton mieux, mais en même temps, on peut pas viser la perfection dans tout ce qu'on fait. Fait que comment tu gères cette dualité-là? Je pense que faut définir c'est quoi ta version de la réussite un peu, là. Puis tu sais, la réussite, c'est un journey, là. C'est hyper cliché, mais c'est vrai. C'est de dire, tu sais, les erreurs aussi font partie de... il faut enjoy la journey parce que ça fait partie de l'aventure. Puis, tu sais, la perfection, oui. On veut tout ça. On est conditionné à penser comme ça à l'école. Tu sais, les notes, whatever, en droit, là, c'est hyper... c'est comme juste ça qui compte. Ben, en fait, tout le monde a la même trajectoire. Un peu, là, c'est comme des bonnes notes, une implication. Ouais. Après ça, comment est-ce qu'on se distingue, tu sais? Exact. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Beaucoup. Avant même d'aller en droit, moi, tu sais, quand j'étais en économie, je trouvais que c'était tellement facile le bac que j'étais devenu
un joueur professionnel de jeux vidéo Oui. à ce moment-là. À StarCraft, je sais pas si tu connais le jeu. Là. Ben oui, j'ai entendu parler, Ouais, mais c'est je vraiment peux OG pas dire comme que nom, je là. connais. Ah ouais, les Gen Z sont perdus, là, mais des jeux de RTS, là, en real-time strategy. Puis j'ai joint une équipe américaine. J'avais vraiment un parcours... est-ce que je le referais? Probablement pas, mais sur le coup, j'étais comme, yo, j'étais vraiment bon dans ce jeu-là. Puis genre, je battais tout le monde. Je jouais contre des Coréens online. Je me matchais contre des meilleurs du monde. J'ai représenté le Canada. Fait que, tu sais, c'est des erreurs parce que ça m'a éloigné de mon parcours professionnel. Mais en même temps, ça t'a amené autre chose. Ouais, ça m'a amené des expériences. Là. Tu sais, j'ai voyagé pour ça. Ouais. Mais là, combien de vies as-tu vécu? Genre, j'ai l'impression que tu as fait Ben, tellement de choses. Mais celle-là, je l'ai faite pendant mon bac. Mon premier bac à McGill, c'est ça. C'était 3 ans d'économie, mais c'était tellement... L'économie, je faisais 2 doigts dans le nez. Là, fait qu'à un moment donné, j'ai dit... Écoute, je me faisais recruter en même temps, fait que je jouais le soir, le week-end. Puis à un moment donné, j'ai comme allongé. Je prenais des cours d'été pour pouvoir jouer pendant la session pour que j'aille comme 3 cours. Nice. Nice, mais tu sais, mon père, il avait les yeux rouges, là, l'oreille. Lui, il voulait. C'est pour ça qu'il me disait, tu sais, ah ouais, là, on est tellement déçus de toi, là, genre, tu fais juste jouer, là. Mais j'étais comme, mais papa, regarde, je suis le best. Est-ce que c'est des paroles que tu dirais à ton enfant, genre, de soi? Aïe, ça, c'est. Je sais pas. Je pense. C'est situationnel. Si je vois qu'il fait exprès puis il est vraiment perdu, peut-être pas dans ces mots-là, là, mais tu sais, je l'amènerai à réfléchir sur qu'est-ce que tu fais en ce moment, whatever. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Mais, tu sais, moi, j'ai comme un peu une approche Adam Smith, là, laisser faire. Tu sais, laisse faire. Puis la main invisible va guider la personne dans ses intérêts. Puis si c'est des erreurs, il faut qu'il apprenne lui-même ces erreurs-là. Il faut pas que tu essaies de lui sauver du temps, whatever, puis juste lui donner la leçon. Laisse-le vivre. Ouais. Puis moi, le gaming, ça a été un peu comme ça. Puis la raison pourquoi j'ai arrêté est vraiment stupide aussi. C'est qu'à un moment donné, je jouais tellement, à force de jouer genre 10 heures par jour devant l'ordi, là, j'ai développé des spasmes musculaires dans le cou. Fait que mon chiro que je voyais pour me traiter me disait à un moment donné, il dit, ah oui, arrête, t'as le dos, tu vas avoir la colonne vertébrale d'un gars, j'avais 22, 21 ans à ce moment-là. Elle me disait, t'as déjà quelqu'un de 40 ans. Là, non. T'as des spasmes musculaires. Tu dors, puis au milieu de la nuit, tu te réveilles, puis genre, tu sais, j'ai comme une balle de tennis dans le cou. Là. Ah, ouais. Ouais, fait que là, j'étais comme ça, c'est pas le fun. Puis ça m'a fait peur. Fait que j'ai fait un peu de coaching, puis j'ai juste quitté après. Là, Est-ce que t'as toujours fait du sport aussi en même temps, ou c'est plus tard, justement, que t'as commencé à... C'est plus tard parce que une fois que. Moi, j'ai toujours été. Je pense que je suis ADHD, là, jamais diagnostiqué, mais j'aime toujours ça, compétition. Être dans quelque chose full intense à l'extérieur de l'école pour me distraire de la platitude des livres, là, whatever. Fait que là, ça a été gaming. Puis quand j'ai arrêté le gaming, ben, ça a été un peu... là, le droit, ça a pris tout mon temps. Là, mais après ça, c'est ça. Éventuellement, c'était le sport, le gym. Puis là, depuis 2 ans récemment, je cours de manière sérieuse. C'est quoi sérieuse? Toi, non, faut pas se comparer. Ça, c'est pas... Genre, à chaque fois qu'on me dit ça, je suis comme, non, justement, là. Genre, ça n'a pas rapport. Ah, OK. Mais sérieuse, tu sais, je veux dire, il y a 2 ans, je me suis mis dans la course. J'haïssais courir avant parce que ça me faisait mal, genre, aux genoux. Puis j'étais comme... Mais j'aimais ça parce que j'habite proche du canal. Puis j'étais comme, c'est tellement facile. Puis c'est beau, le canal, là, quand tu cours le long. Fait que là, maintenant, je fais 70 kilos par semaine. C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. C'est quand même... Ben, écoute, j'aimerais ça être un peu plus que ça parce que j'ai vraiment j'ai un problème, j'ai une obsession. Quand je veux faire quelque chose, on dirait que genre, j'exagère mes objectifs. Puis là, l'an passé, j'ai fait le marathon pour la première fois de ma vie. Puis ça a comme... Mais ça, raconte ça, cette histoire-là, parce que tantôt, on se parlait juste avant l'enregistrement, puis tu me disais, marathon, pire expérience. Je veux savoir. Parce que, tu sais, c'était mon premier marathon, puis mon plan de training, c'était genre, on verra. C'est comme... Puis ça, là, à ne pas faire, peu importe qui nous écoute, là, comme,
get your shit together, là, puis Ouais. prends le temps de checker. Moi, j'ai fait ma plus longue course, 35 km, 2 semaines avant, parce que je calculais pas, j'avais pas de plan, rien. C'était comme tout était au feeling. Puis mon ami qui faisait d'autres marathons m'a dit, genre, Daway, à 2 semaines avant ton événement, puis c'était le marathon de Montréal. Fait qu'avec un dénivelé quand même important, là. Elle me disait, genre, c'est un peu risky. Mais il fallait que je rentre une longue course, right? Avant le marathon. J'étais comme, sinon, j'étais à genre 25, peut-être. Fait que là, je suis comme, mal faire. Puis je me suis un peu blessé. Puis j'étais underfuel. J'avais une banane, puis genre 2 gels. Parce que j'avais pas de place dans mes affaires. Puis, en tout cas, puis pendant mon marathon, écoute, ça a tellement mal été. J'avais des salt tabs que j'ai jamais essayé avant. Ah, OK, des super. pilules de sel Oui, pour le sodium. Puis je me souviens, on était proche du Faisait-tu chaud? Il faisait... non, c'était quand même bonne. Peut-être 14. À la fin de la course, il faisait plus chaud. Là. On a commencé peut-être 14-15. À la fin, peut-être 20. Puis je me souviens, là, je courais à 4 minutes 35. Puis j'ai pop le truc de salt tab. Puis genre, j'ai jamais pratiqué. Fait que là, je le pop. Puis il y en a 2 qui partent dans le vent. Là, je commence à faire des règles de 3 dans ma tête. Là, je suis comme, OK, là, si je veux balancer le reste, je devais en prendre un à chaque 30 minutes. Puis là, finalement, il m'en reste 2 de moins. Fait que là, je suis comme, ben, il faut que j'équilibre le reste sur la durée de ma course. Mais en même temps, tu voulais faire genre un plan d'exécution parfait pour quelque chose que tu n'avais jamais essayé. Exact. Fait que là, moi, j'ai foutu ça dans le ChatGPT. J'ai dit, OK, ben, qu'est-ce que je dois faire? Pendant que tu faisais ton marathon? Non. OK. Comme quelques jours avant, là, une semaine avant, mais j'étais comme, c'est impossible d'atteindre. Puis j'ai jamais essayé de manger autant de gel pendant une course. Ah. Fait que quand je te dis tout a mal été aussi, puis je disais à ma conjointe, j'ai dit, écoute, elle qui venait me visiter, j'ai dit, écoute, je vais te donner une gourde, puis on va se rencontrer au coin Parc Jarry, puis genre, whatever, la rue qui monte. Puis je dis, je vais te lancer ma flasque vide. Tu vas me donner une flasque qui est remplie. Puis, tu sais, j'avais tout calculé pour mon apport d'eau. Puis je me souviens, j'étais arrivé là parce que je courais plus vite. Puis elle prenait le métro avec la famille à différents endroits, popper pour m'encourager. Elle n'était pas là. Puis moi, je me souviens, juste avant le coin, je le voyais arriver. Fait que là, je cale mon eau. Fait que je dis, OK, il faut que je cale mon eau. Puis moi, des fois, je pisse pendant les longues courses. Fait que là, j'étais comme, bon, je veux vraiment lui avoir une bouteille remplie puis lui donner une bouteille vide pour atteindre mes quotas. Puis elle n'était pas là. Là, j'étais une bouteille vide. Je courais à une vitesse à ce moment-là de genre 4 minutes 30 ou 25. Bref. Puis là, j'ai eu des crampes musculaires à partir de 30 kilos. T'avais-tu des électrolytes dans ton eau? Non. Puis des glucides? Des glucides, c'était des barres exacts, puis Mortine. Ouais. Fait que j'ai vraiment mal géré tous mes apports et tout. J'ai quand même fini à 3h22. Ce qui est excellent, by the way. Merci. Mais là-dessus, j'ai marché genre 8 minutes. Là, parce que t'étais... Est-ce que c'est le mental qui a cassé à ce moment-là ou c'est à cause des crampes? C'est à cause des crampes. C'était vraiment, je me souviens, à 30 kilos. Puis là, elle était là avec la famille quand je revenais au même coin de mon jarry. Elle était là, elle m'a donné la flasque. Puis tu sais, je voulais pas montrer que j'avais une crampe, mais je l'avais déjà à ce moment-là. Fait que j'étais comme, fuck. Là, j'ai accéléré en plus, là, pour la caméra, pour le sourire. Oh my God, tellement cute! Là, il fallait pas faire ça, parce que quand t'as une crampe, la pire chose que tu peux faire, c'est en mettre plus, puis le stress encore plus, mais c'est exactement ce que j'ai fait pour la caméra, puis pour le sourire de ma famille. Puis après ce coin-là, tu sais, quand tu lèves ta jambe, puis genre, tes muscles font comme... Ouais. Mais en fait, j'ai jamais vécu de crampe, fait que je sais comme pas. J'ai jamais vécu de crampes. Oh my God. Mais les électrolytes, c'est comme quelque chose que... Ben, j'ai déjà eu des crampes. C'est plus quand je suis en récupération, mettons, ben, juste au repos, puis que je stretch d'une façon différente, que là, je vais cramper un peu. Okay. Mais sinon, en course, j'ai jamais crampé. Même dans une longue sortie? Non. Wow. J'ai jamais crampé, mais j'ai jamais pris de salt table non plus. Mais je prends des électrolytes. Dans les drinks. Ouais, tu sais, si je bois pas de glucides, tu sais, si, mettons, mes glucides sont dans des gels ou autres, dans mon eau, j'ai minimalement des électrolytes. Je prends pas juste d'eau comme ça, d'habitude, ou peut-être une gourde pour le goût, là, dans les ultras. Mais je pense qu'il faut tester qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. Genre, la préparation du marathon, c'est de s'entraîner dans des conditions qu'on va faire. Fait que genre...
admettons, mais je suis vraiment pas une pro du marathon non plus, là. Les épisodes avec Elissa Legault, ça, c'est quand même key pour comprendre c'est quoi la clé, tu sais, pour être, pour performer. Mais tu sais, idéalement, les premiers marathons, on teste des choses qu'on a testées en entraînement, on les applique, en fait, puis ça va nous dicter comment les prochains marathons, c'est quoi notre formule qu'on rode. Là. Mon premier marathon, j'ai fait en 3h45, deuxième, 3h30, troisième, 3h19. Puis là, tu sais, je m'attends à ce que ça continue de diminuer, progressivement, mais j'arrive à rationaliser plus mentalement, puis à exécuter un entraînement, un plan d'entraînement de plus en plus spécifique pour l'objectif que je souhaite réaliser. Ouais. Mais bon, tout le monde n'a pas non plus la passion marathon. On s'entend. Toi, je pense que tu me disais que tu filais plus disqué, hein? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les short vitesses aussi parce que, tu sais, je m'entraîne juste le matin. Je dépose les kids à la garderie, puis après ça, je glisse une heure et demie d'entraînement avant le travail. Ça, c'est mon timing d'entraînement. Fait que, tu sais, faire des long runs, quand déjà, il faut que tu te changes, il faut que tu te douches après, tu sais, je peux pas arriver au travail à 11 heures non plus, là. Fait que, puis le week-end, j'ai des enfants. Fait que, tu sais, je suis plus dans les short distance. C'est pour ça que j'ai un peu, on verra le marathon. Puis tu sais, cette année, j'essaie d'être moins romantique puis d'être plus méthodique. T'sais. Non, c'est bon, mais pour vrai, c'est cool parce qu'on fait les choses avec le cœur. Je veux dire, on court parce que ça nous passionne, puis c'est quand même cool de faire son premier marathon, faire son premier demi, peu importe c'est quoi notre objectif, là. Mais justement, tu sais, c'est parce que je trouve que tu as tellement l'air à performer sur tous les niveaux. Comme, comment tu arrives à gérer puis à faire cet équilibre-là? Ben, à avoir un équilibre dans tout ça. T'en as-tu un, en fait? Je sais pas. Je le vois comme un tout. C'est comme juste... C'est ma façon de vivre, on dirait. Si je cours pas le matin, c'est comme ça me fait mal, on dirait. C'est comme je suis comme moins concentré au travail. Puis on dirait que ça me fait du bien de genre, tu sais, d'être au travail puis savoir que j'ai déjà clock in mon entraînement de la journée. Puis si ça me tente, j'en ferai une deuxième en après-midi de muscu ou whatever. Ça équilibre justement pour moi le travail parce que sinon je suis comme trop, quand je suis trop into quelque chose, c'est pas bon non plus. Je suis pas moi-même. Fait que tu sais, l'équilibre, c'est, puis I guess je suis plus patient avec mes enfants quand j'ai fait ma course, quand j'ai fini le travail et tout. Fait que tu sais, c'est comme un tout, là. J'ai besoin de faire toutes ces choses-là pour me sentir balancé justement. Puis avec ta conjointe, comment vous arrivez? Parce qu'elle aussi, elle a quand même un travail super prenant puis tout, là. Fait que... Oui, elle est avocate aussi. Puis honnêtement, c'est de l'organisation, là, tout simplement. Puis aussi, on a des grands-parents qui sont très impliqués. Ça nous aide beaucoup, justement. On revient d'un voyage, là. On a amené les grands-parents avec nous. C'est le cheat code pour bien enjoy... Vous êtes allé où? En Punta Cana. OK, nice. Fait qu'amener les grands-parents, c'est le cheat code pour enjoy ta semaine. Parce les grands-parents étaient on duty. Ouais, pour, tu sais, des fois, proche de la piscine, là, on est comme, bon, on va aller s'entraîner, là. Tu peux-tu watcher un des kids pendant un petit bout, puis il le faisait. Est-ce que ta conjointe, elle s'entraîne avec toi des fois? Ouais, mais moins parce que on prend chacun son tour là, pour watcher les kids puis pendant que l'autre court. Mais ouais, j'aime beaucoup m'entraîner avec elle aussi puis s'échanger, geeker un peu sur les affaires. Elle aussi, elle va faire son premier marathon cette année. Fait que là, j'ai dit, écoute, j'ai hâte de te voir avec ton plan de nutrition. Là. Oh my God. Puis tu sais, une femme, c'est différent des hommes aussi. Là, comment tu trouves ça différent? Ben, j'ai l'impression que, tu sais, elle doit dealer avec, le cycle, les hormones, whatever. Elle peut pas juste, tu sais, mettons, moi, des fois, le matin, je me lève puis je mange rien. Je m'entraîne. Elle dit, impossible qu'elle fasse ça. C'est vrai. Ça. Moi, je suis souvent en bas de 1h30 ou en bas de 1h15, je mange rien. Mais c'est ça, tu sais, les femmes, on a une plus petite... ben en fait, on a... Puis là, je suis pas scientifique, là, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on est moins capable d'avoir une réserve en glycogène versus les hommes. Donc, du moment qu'on s'entraîne à jeun, tout de suite, notre corps vient puiser dans ses réserves. Puis comme il y a rien en termes glycogène,
c'est dans nos réserves musculaires que le corps se nourrit. Puis là, tu veux pas... C'est ça qu'on veut pas. C'est comme si tu t'entraînes, mais en même temps, tu détruis tes muscles. Genre, why would you do that? Ouais. Donc, s'entraîner à jeun, c'est jamais recommandé chez une femme. Encore là, je suis pas docteur, puis je vais peut-être me faire dire, c'est pas ça l'explication. C'est pas grave, mais ouais, c'est ce que j'avais lu. Puis moi aussi, honnêtement, là, m'entraîner à jeun, je ne peux pas le faire. En tout cas, c'est vraiment, vraiment rare. Là. Je vois pas dans quel contexte. Je pense que je panique si, genre, j'ai pas mangé avant de m'entraîner. Ouais. Mais je suis comme, oh mon Dieu, je pense tout de suite à... On dirait qu'on m'a tellement dit à quel point l'alimentation était importante pour nous, sur notre cycle, notre santé hormonale, que je me dis... Si je m'entraîne comme ça, j'ai genre une pression d'être en train de faire du mal à mon corps. Donc, je veux pas. En tout cas, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai des leçons à tirer de ça. Ben c'est ça, tu me disais tantôt que tu avais écouté le balado de Ben Boulanger avec Uméa, puis... Je suis pas mal sûr que je suis Red S, là. C'est-à-dire, c'est ça, dans le déficit... Relative Energy Deficiency Syndrome or in sports. In sports, ouais, c'est ça. Parce que moi, souvent, c'est ça. Tu sais, je mange le soir, puis le lendemain, je me lève par manque de temps, whatever, tout. Je dépose les kids à la garderie, puis je m'en vais au gym, puis je prends un shake après. Mais, tu sais, ça, pour le marathon, là, ça a été extrêmement pas optimal aussi. D'être, tu sais, de pas habitué à prendre... Genre, j'ai essayé de prendre, je pense, pendant mon marathon, 75 grammes de glucides. C'est beaucoup quand on s'est pas entraîné pour, là. C'est ça. Tu sais, c'est 3 gels par heure. Fait que, tu sais, à un moment donné, le goût me tapait ses nerfs. J'avais la bouche sec. Les dents, on a l'impression qu'on a genre des caries qui se forment au fur et à mesure. Puis je mangeais, tu sais, j'alternais entre le gel liquide puis les barres. Puis, tu sais, courir avec le vent, là, ça sèche la bouche en plus. Là, j'étais comme, oh my God. Puis quand la gourde n'est pas là. Quand la gourde n'est pas là, là, j'étais comme, j'ai pas étudié justement à quel kilomètre sont les stations d'eau parce que je suis supposé d'avoir une gourde à ce moment-là. Puis je l'avais pas, là, j'ai dit, oh! Le lâcher-prise est dur dans ce temps-là. Là. Ouais, c'était terrible, là, genre, j'avais un gars qui courait à côté, j'étais comme, yo, est-ce que j'y demande? Non. Non, mais c'est ça, tu sais, mais en même temps, on peut, là, mais... Mais apprendre à lâcher prise aussi que, genre, il n'y a pas une course qui va être parfaite, puis surtout pas notre premier marathon. Ouais. Mais, OK. Puis, tu sais, parce que je vois le temps qui file, puis j'aimerais ça juste que tu nous dises, si tu parlais à un jeune entrepreneur qui veut bâtir autrement, un peu comme tu l'as fait, ou un jeune entrepreneur aussi, un jeune professionnel qui est en droit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont aussi des avocats ou qui gardent leur sécurité au travail. Ça serait quoi ton premier conseil? C'est vraiment faire faire le travail d'introspection, parce que souvent, je trouve que on a tendance à voir la vie comme plus tard, tu sais, de dire, moi, en ce moment, je suis comme dans une espèce de prologue à quelque chose qui s'en vient plus tard, puis de dire, c'est pas grave, je vais le faire plus tard, tu sais. Moi, je me souviens, en droit, j'étais comme ça, là. J'ai dit, la vie entrepreneuriale, j'ai le temps en masse, je suis jeune, hello! Fait que là, je dis, aucun pressure, je vais faire, tu sais, je peux me permettre de niaiser un peu ou de faire, whatever, le chemin facile. Mais non, ta vie, c'est devant toi. Fait que, tu sais, faire vraiment le travail d'introspection, de dire, qu'est-ce qui me rend heureux de faire? Oublie, money will come. Peu importe ce que tu fais. Là, puis l'affaire, si tu es dans quelque chose puis tu es passionné, que ce soit le droit ou les affaires, you'll figure out a way pour make it work. Fait que de ne pas avoir peur d'assumer un peu ses convictions puis de vraiment faire ce qui rend heureux. Parce que moi, comme quand j'étais devenu entrepreneur, je me suis dit, j'aurais dû faire ça avant. Wow. J'aurais été bien plus heureux parce que, tu sais, je me sens... J'ai eu un regain d'énergie. Le matin, je me lève, j'étais comme, yo, let's go, je suis tellement content. Même si c'était difficile. Fait que t'imagines si c'est un projet que tu peux prendre le temps de le cadrer ou whatever. Tu sais, moi, je vivais le stress au bout, là, les premiers mois. Malgré ça, j'ai trouvé ça facile, en quelque sorte, parce que c'était moi. Ouais, c'était ton identité. Ouais, exact. Est-ce que tu te dis, j'aurais dû précipiter un petit peu ça plus tôt? Ou pas nécessairement? Oui, puis non. Oui, parce que j'aurais pu passer plus d'années à acquérir l'expérience d'entrepreneur au lieu
de l'expérience en droit, parce qu'il y a certaines expériences qui se convertissent bien, mais tu sais, j'ai appris par cœur les documents CVCA, là, ça me sert pas tant aujourd'hui, là, tu sais, je suis capable de rédiger un safe les yeux fermés, mais comme je l'utilise pas, tu comprends? Ce temps-là aurait peut-être mieux servi justement à, je sais pas, négocier mes baux ou tu sais, mieux dealer avec les employés problématiques ou whatever, parce que le RH, c'est un headache pour tous les entrepreneurs, fait qu'il faut bien apprendre ça, bien se former. Fait que, tu sais, oui, pour ce volet-là, mais non en même temps parce que ça m'a permis d'avoir, tu sais, une maturité un peu différente, je dirais. Ouais, vraiment. Un niveau de profondeur. Ouais. Tu sais, il y a peu d'entrepreneurs qui ont ces skills-là que tu as, là. Ouais. Mais... Puis, tu sais, aussi, je dirais, quand j'étais avocat, je perdais pas mon temps non plus. Là, j'allais quand même à des événements start-up. Je me faisais des liens avec des amis, des gens, avec des collègues qui, des fois, m'aident sur des dossiers aussi. Fait que, tu sais, comme... Ouais. C'est quoi ta définition personnelle de créer de la valeur? C'est le bottom line pour les associés. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais ce serait de... je pense que ce serait le mot croissance. La valeur pour moi, que ce soit en sport ou en business ou peu importe dans la vie professionnelle, c'est faire mieux qu'hier. Puis, c'est que le fameux cliché de 1%, là, get better 1% every day. Mais c'est un peu ça parce que il y a tellement de façons où on peut définir la réussite, la valeur. Je me dis, si toi, tu penses que aujourd'hui, tu te réveilles moins nono, puis ta business est dans la meilleure position, that's it. T'as pas besoin d'autre chose. Là, nice. Puis le sport, c'est un peu la même chose. Je veux dire, je vais-tu réussir mon objectif? By the way, mon objectif, c'est sub 3. Là, it's out there. Moi aussi, c'est mon objectif un jour. Ouais? Ouais. Mais tu l'as, là, je suis certaine. Mais maintenant, it's out there. Je peux même pas le cacher. Mais je vais peut-être pas l'avoir. Je vais peut-être l'avoir, mais c'est de dire comme, comment je fais pour m'approcher de cet objectif-là. Puis je suis sûr que rendu là, je vais avoir un autre sub, genre, je sais pas, 2h50. Mais c'est ça qui donne du drive à la vie. Des fois, il faut juste prendre un petit peu de recul, puis on se réoriente, puis let's go, on continue d'avancer. Mais effectivement, mais c'est genre le principe d'intérêt composé sur chaque petit plus un, chaque amélioration qu'on fait dans ce qu'on est, puis ce qu'on fait, qui s'additionne, puis à la fin, on le devient, genre littéralement, là, cette meilleure version de nous-mêmes. Là. C'est pour ça que je dis, fais comme mon père. Work harder, not smarter. Nice. C'est comme just get out there, do your thing. Cool. Hey, merci d'être venu au balado. Ah, merci, Marc. C'était vraiment le fun de te recevoir. Puis, on va te suivre aussi avec Signé Local parce que moi, je suis allée dans vos magasins. Oh! Ouais, okay. J'ai adoré. Oh. C'était justement pendant le temps des fêtes. Là. Okay. Fait que j'ai acheté plein de mes cadeaux de Noël. Puis, j'ai aussi pu découvrir d'autres entreprises de Québec que je connaissais pas, qui étaient justement mis en valeur. Donc, voilà. Merci cool. pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat au Québec. Ça fait plaisir. Reconnaissant de nous avoir. Ben là, je vous mets en contexte. On était en train de parler juste genre chill, puis la conversation qu'on avait était juste beaucoup trop pertinente pour qu'on l'ait pas au balado puis qu'on la partage pas avec vous. On disait que les filles, on se mettait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de pression de performance, puis que la pression de performance était vraiment différente chez les hommes, puis surtout les femmes professionnelles. Puis là, on peut dire tout ce qu'on pense. C'est mon balado. OK. J'ai côtoyé beaucoup de femmes professionnelles dans le monde des affaires. C'est vraiment particulier, là, que je trouve vraiment particulier parce que moi, j'étais dans les grands cabinets, puis effectivement, je trouvais que les femmes se mettaient tellement de pression. Puis honnêtement, elles sont tellement intelligentes, sont tellement travaillantes, sont tellement persévérantes. Souvent, là, je vais me faire lancer des roches, là, plus que les gars. Beaucoup plus les gars. C'est 80% de filles qui nous écoutent, fait que c'est bon. OK. Mais, puis je veux dire, sont tellement... se doutent aussi d'elles-mêmes. Puis je trouve ça dommage. Puis je vais le dire pourquoi. Parce que ça les amène à vivre une pression négative, des fois, de dire « Oh, c'est-tu ma faute? » Tu sais, un dossier a mal été, c'est-tu ma faute? Laisse-moi make up for it. Mais j'ai le goût, des fois, de dire « Les filles, sérieux, là, genre, comme... »
take it relax. T'as déjà tout donné, puis genre, c'est correct, c'est pas ta faute, puis t'as pas besoin de faire le extra heure. Puis tu sais, je sais pas, des fois, je sais pas si t'as déjà vécu cette expérience-là. Moi, je travaillais en cabinet privé, fait qu'on facturait des heures. Puis, tu sais, mes collègues, des fois, on jase dans un 5 à 7 ou whatever, puis, ou même des fois, je vois mes junior filles le faire, c'est couper leurs heures sur des dossiers parce qu'elles trouvent que, je sais pas, ils ont rédigé un contrat, puis ça a pris 8 heures, mais elles se disent, tu sais, ce contrat-là, peut-être ça aurait dû prendre 5 heures. 100%. Fait que je vais me couper 3 heures de mon temps, alors que le travail est fait. 100%. Puis tu te fais aussi réviser après, puis là, il y a des erreurs, puis t'es comme, je peux pas croire que ça m'a pris 10 heures réaliser cette chose qui était donc même pas à la hauteur. Fait que t'es mieux d'avoir l'air que ça a pris moins de temps. Genre, je le vois. C'est ça. Puis dans le monde de droit, il y en a beaucoup plus qu'on le pense, là. Puis ça vient me chercher. Puis quand je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'ai vu les juniors le faire. Puis les gars, je sais pas pourquoi, mais les gars le font pas. Les gars, ils sont plus confiants. Ils sont plus confiants ou ils ont un apport un peu plus, tu sais, je sais pas, là, genre, un peu je m'en fous peut-être. Là, genre, c'est ça le nombre d'heures que j'ai fait. Fait arrange-toi avec le client. Là. Si tu as budgété moins, ben, tu radiras mes heures. Là. Mais on dirait que les femmes veulent aussi bien paraître, trouvent que c'est important ou je sais pas. On a plus de choses à prouver, en fait, j'ai l'impression. On a tout le temps à se prouver. Genre, on peut jamais prendre pour acquis qu'on est à la hauteur. Ça, c'est comme ça, je le vois. Personnellement, même, tu sais, j'ai des jours là, où est-ce que je suis comme, OK, yes, là, ça a vraiment bien été, je suis fière de moi. Mais je dois constamment me rappeler, tu sais, faire un travail personnel pour me rappeler que je suis à la hauteur. Puis je dois le faire dans ma vie professionnelle, dans ma vie... Tu sais, mettons un exemple dans ma vie professionnelle, c'est que je vais être dans un meeting, OK? Puis soit je vais le over-prepare pour être sûre que j'ai répondu à tout. Puis s'il y a des volets qui sont un petit peu plus flous, je me sens comme si j'étais en échec. Mettons, je suis comme, oh mon Dieu, je l'ai échappé, j'arrive pas à y croire, alors que c'est même pas mon département. Mettons qu'il l'aurait échappé, tu sais, peu importe. Ou encore, dans le monde du sport, un autre exemple, ça va être que je vais être en train de... Ben, je vais être en expédition, j'arrive en montagne, par exemple. J'arrive au base camp de Amadablam ou encore je suis en train de faire le trek pour me rendre sur une montagne. Je vais rencontrer des gens, des groupes qui font une expédition également ou d'autres guides, puis ils me regardent, puis ils sont comme, toi, tu veux faire quoi? Puis moi, je m'en vais sur Amadablam. Puis ils me regardent de haut en bas, en ouais. Tout de suite, on me remet en question. Je suis comme... Ben oui, parce que... Puis là, tout de suite, je dois me justifier. Ouais. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À chaque fois que je me lance dans un projet, je dois le justifier. Est-ce que je pourrais pas en être fière? Oui, puis t'as pas besoin de te justifier à personne. Là, puis je sais pas comment le rentrer dans la tête de certains, mes employés, eux, ou whatever, mais comme... Prenez votre place parce que vous l'avez fait, le travail, puis vous le méritez, votre place. Puis moi, la majorité de mes employés, c'est des femmes aussi, là. Ben, en fait, presque toutes. Puis je trouve que les femmes, vous êtes beaucoup plus considerate, vous avez un meilleur... Là, je généralise, là, mais EQ, quotient émotionnel. Quotient EQ? EQ, emotional... quotient émotionnel. Ouais. Puis, tu sais, ça paye beaucoup, là, tu sais, de sentir que vous êtes présente, vous êtes plus... là, je veux vraiment pas généraliser. Non, mais il faut pas généraliser, mais ça. On comprend ce que tu veux dire. Ben, en tout cas, moi, ça me fait du bien, ce que tu dis là. Genre, tu me dis ça, puis c'est des paroles que je vais vouloir écouter et réécouter. Parce que nos employeurs auront pas le réflexe de nous le dire. On s'entend que la direction, les hauts dirigeants, là, la majorité des gestionnaires, ce sont des hommes. Puis les hommes vont peut-être moins rassurer, expliquer, parler, être dans le volet émotionnel avec nous comme femmes. Mais nous, on a besoin d'être rassurés, puis on a besoin d'être encadrés, puis on a quand même besoin... On a besoin de plus de mots, je crois, là. Mais tu sais, ce que je trouve dommage, c'est qu'on dirait que la société associe... oublie homme-femme, là, disons un dirigeant qui ne montre pas ses émotions, qui n'a pas besoin d'être rassuré, mais qui ne montre aucune émotion, puis qui fait juste exécuter, whatever. On dirait que la société associe ça à une sorte de, je sais pas, une sorte de talent ou une sorte de compétence. Comme si c'était ça du bon leadership. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est montrer la vulnérabilité, puis de pouvoir te connecter avec... ton équipe ou te mettre dans une situation vulnérable. T'as lu Dare to Lead?
Non. OK, mais tu es en train d'expliquer le concept de Dare to Lead. Genre, mais c'est juste vas-y. logique. Ouais. Mais c'est juste logique. C'est une sorte de compétence de pouvoir te mettre dans cette position-là. Tout à fait. C'est une sorte de maturité de pouvoir te mettre dans ces positions-là, alors que on devrait voir plus comme étant... Moi, je recherche ça chez les employés. Des fois, je me demande en entrevue, j'ai dit, parle-moi de ton écoute de l'autre. Wow. Comment ça se passe, ton écoute de l'autre? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, des perdus me diront, écoutez quoi? Ouais. Tout. Écoutez tout. Comment l'autre respire, comment l'autre... Work harder! Ouais, écoute tout. Je veux que tu assimiles, tu sais... Puis souvent, les femmes, vous excellez dans ça, mais c'est dommage parce qu'avec le doute que vous vous imposez à vous-même... C'est paralysant. C'est paralysant, puis vous flashez pas à cause de ça. Mais, tu sais, des fois, je dis à ma copine, je suis comme... Ouais, c'est bon, là, tu devrais faire telle affaire, tu devrais négocier sur telle affaire, genre avec ton boss ou whatever, là, t'as tellement honné cette affaire-là. Puis elle, on dirait qu'elle est comme toujours genre style, j'ai assez. J'ai juste mangé mes croûtes, là, c'est bon, là, genre. Oui, je suis comme, non, get out there, là, genre, yo, tu mérites tellement plus. Ça fait vraiment du bien à entendre parce que clairement, on a besoin de se faire confiance puis d'être plus consciente de ce qu'on vaut. Puis moi, dans mon poste actuel, je suis gestionnaire d'une seule personne dans mon équipe, mais mon Dieu que j'essaie de faire preuve de ce type de leadership-là, genre leadership vulnérable. Ben, vulnérable, dans ma tête, c'est la définition du leadership, mais d'être transparente en disant « Hey, ça, je pense que je l'ai échappé là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? » Savoir vraiment lui dire où est-ce que je considère mes points faibles ou nos points faibles, puis où est-ce que je pense qu'on peut s'améliorer, puis travailler vraiment en équipe dans cette direction commune-là. Là. Ouais. C'est ça que j'essaie le plus de faire, mais j'ai une petite équipe, donc j'ai pas la portée que je peux avoir comme si j'étais dirigeante d'une plus grosse équipe. J'ai pas encore les skills de toute façon pour ça, mais... Mais tu vois, même moi, j'ai une grosse équipe, puis je le dis toujours, je le montre à mon équipe que déjà... Parce que moi, j'essaie d'avoir un style de leadership un peu leadé par l'exemple. Puis je dis souvent, des fois, il n'y a pas de tâche trop petite pour n'importe qui dans l'équipe. Genre, moi, je travaille dans tous les aspects de la business parce que je veux connaître tous les rouages de la business. Moi, avant, je nettoyais des toilettes chez mes parents. Là. Genre, mes parents avaient un restaurant Valentine. Puis je me souviens, pendant tout mon secondaire, je terminais l'école, puis j'allais étudier à la grande bibliothèque, puis après ça, je m'en vais dans leur resto, puis je nettoyais les toilettes, les 2 toilettes, parce que je voulais pas que mes parents le fassent. Puis genre, j'ai cette mentalité-là de dire, il n'y a aucune tâche, même si je suis rendu dans le top de la pyramide, il n'y a aucune tâche qui est trop sale ou trop simple pour moi, tu sais. J'ai tellement nettoyé les toilettes que je me dis, genre, des fois, quand mon fils est né, là, j'avais déjà un PhD en ramassage de crottes, là, fait que j'étais comme, bring it on, fait que j'étais comme... mais pour vrai, j'invite tous les leaders à puis, tu sais, je veux dire, ce niveau-là, c'est... Tu sais, récemment, j'allais à une conférence, puis il y avait un leader qui il dit, non, tu sais, les leaders, vous devriez faire des choses qui est juste ce que toi, tu peux faire. Oui, mais c'est pas une excuse pour pas se salir les mains puis de prendre le balai, des fois peut-être même là, d'aller à ce genre de niveau-là parce que, je sais pas, on est humain puis il faut que tu connaisses tous les aspects de la business. Puis il n'y a rien qui fait plus, tu sais, en termes de culture d'entreprise, là, pour ton équipe, de voir que tu fais partie de la même team que l'équipe, là, je veux dire, it means the world. Là. C'est ça. Moi, dans le temps des fêtes, là, quand c'est push comes to shove, là, je prends le siège de l'emballeur s'il le faut, là, ou je prends le siège du gars qui fait les étiquettes, puis je suis là le temps qu'il faut pour le faire. Magnifique. Fait que les femmes, vous êtes... Merci. On voulait vraiment le ramener au balado. On a fait repartir l'enregistrement juste pour en parler parce que ben, c'est trop important. Puis je disais justement que ben, c'est des commentaires, puis des questions, puis des sujets que beaucoup de femmes viennent me porter après ça en message perso, DM sur Uméa Balado ou encore à moi personnellement. Donc, ça fait du bien de l'entendre d'un homme qu'on estime. C'est niaiseux à dire, T'es mais fine. Ouais. Fait que merci. Là, sur ça, c'est vraiment la fin. Bonne journée, gang! All right.